Azul Felaoun, ravi de vous accueillir pour une nouvelle émission qui porte sur un sujet extrêmement intéressant et en même temps très polémique, portant sur le religieux en Kabylie. Pour traiter de cette question, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Djilal El Mesteri qui va avoir l'occasion de se présenter, mais très rapidement en 2 mots. Djilal El Mesteri est chercheur permanent au CRASC, producteur, philosophe de formation et qui a commencé à travailler depuis de nombreuses années sur le problème religieux. Il a d'ailleurs publié et coordonné des numéros spéciaux d'Insigniyet, voilà, qui portent sur la réception et les pratiques dans des contextes locaux, et un autre numéro dans la même collection qui porte sur les contextes transméditerranéen. Et la particularité de ce numéro, si je ne me trompe pas, c'est que c'est un numéro dans lequel il y a des chercheurs étrangers, notamment italiens. Oui. Super. Et un autre ouvrage, cette fois-ci dirigé, édité et également revu par Siem Cherif et Djilal El Mesteri, qui porte sur la production de la connaissance dans des institutions religieuses en Afrique du Nord. Un ouvrage en arabe que vous pourrez très facilement vous procurer. Alors, commençons tout de suite en fait par un certain nombre de questions, notamment sur ton parcours, qui est un parcours extrêmement intéressant parce que tu as touché à plusieurs domaines, à plusieurs thématiques et à plusieurs fonctions. Alors, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je tiens à vous remercier, mon ami, cher collègue Samir Amrad, pour cette invitation, pour cette initiative d'organisation, cet atelier d'échange sur le plan à la fois méthodologique et cognitif. Et ça, j'ai saisi l'occasion de voir ce centre très prestigieux sur la culture et la langue tamazight en Algérie. Et je tiens à remercier bien sûr le directeur du centre, mon ami Mustafa. Alors pour mon parcours, d'une façon générale et très synthétique, j'ai commencé par la philosophie. J'ai ma formation initiale, la philosophie et surtout la philosophie religieuse comme spécialité dans le parcours de la filière philosophique à l'université d'Oran. Et après, bon, j'ai fait même un magistère autour des questions à peu près dans les limites entre la philosophie et l'anthropologie sur le corps et le sacré, sur le corps et le sacré à travers le discours religieux, surtout fiqhiste de jurisprudence, le discours des théologiens de l'amour entre parenthèses, comme Ibn al-Qayyim al-Jawziyya qui a fait un ouvrage sur Rawd al-Atir sur le نزهة المحبين et أخبار النساء et Had al-Arwah. C'est un discours sur l'amour, sur les femmes mais en rapport avec le sacré, avec un discours religieux. Après, je me suis intéressé sur les questions à peu près de la philosophie religieuse et politique. C'est une thèse sur la question de la tolérance et l'intolérance à travers un type de discours religieux du patrimoine musulman qui s'appelle le texte des firaq, de classement des groupes religieux. Alors, ça, c'est un autre travail. Je suis intéressé surtout des travaux de Mohamed Harkoun, de Djabiri sur cette question des firaq. Les firaq, ça veut dire le classement des groupes religieux dans le patrimoine musulman. Et après cette réflexion philosophique, après mon thèse de doctorat, ma présence au Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle m'a incité à s'intéresser à un groupe religieux qui s'appelle les Ibadites en Algérie, parce que c'est un groupe qui fait partie de mon terrain, mon corpus de recherche au niveau de la philosophie religieuse. Alors je me suis intéressé aux acteurs actuels, comment ils perçoivent à peu près ce discours, mais à travers cette réflexion, je me suis intéressé à ce qu'on appelle le communautaire et le sociétal à Ghardaïa. Et après d'autres domaines de recherche. D'accord, donc en fait, tu t'es converti un peu à l'anthropologie et à la sociologie. Voilà. Qu'est-ce qui t'a poussé fondamentalement à te convertir à ce type de domaine alors que tu étais initialement, on va dire, philosophe? Et pourquoi avoir choisi en fait ce thème?
Sur les Ibadites. Sur les Ibadites. Voilà, c'est à peu près, c'est un débat entre les collègues au département de philosophie. Comment travailler la philosophie, mais à travers d'autres textes, à travers les sciences sociales. Il y a des philosophes qui s'intéressent, par exemple, au corpus, au roman. Il y a des philosophes qui s'intéressent au contenu, au discours scientifique, la philosophie scientifique, mais à travers un discours scientifique produit par les Algériens, par exemple, ou la philosophie de l'histoire. Moi, je me suis intéressé, je me suis dit, pourquoi on pourra s'intéresser à un discours religieux concret, produit par des acteurs nationaux ou locaux, et ça sera l'objet d'une réflexion à la fois sociologique et anthropologique et philosophique bien après. Alors c'est pourquoi je me suis intéressé à cette question du discours religieux à travers un groupe religieux qui s'appelle les Ibadites, parce qu'il était un objet parmi les objets de ma réflexion philosophique lorsque je me suis intéressé au discours des Firak. D'accord, très intéressant ce que tu dis. On va revenir un peu sur ton domaine de prédilection, sur ce courant religieux. Mais avant, pour nos téléspectateurs, il serait peut-être intéressant de faire un bilan global de l'état de la situation du rapport aux religions en Algérie. Alors, de quoi on parle précisément quand on parle de religieux en Algérie et d'islam en Algérie? De quoi on parle précisément? Voilà. Ça, c'est une question très importante parce qu'il y a vraiment, c'est un problème sur le plan des paradigmes et sur le plan que l'intérêt de la communauté scientifique à la question religieuse en Algérie. Déjà au niveau de la philosophie, il y a une présence importante de religieux dans les départements de philosophie, surtout entre parenthèses les arabophones qui s'intéressent surtout au patrimoine arabo-musulman. Il y a quand même une présence des thèses de doctorat, des réflexions sur ce patrimoine. Il y a une présence de religieux à travers quelques départements de l'histoire, surtout l'histoire du Moyen Âge. Au niveau de la sociologie, entre parenthèses, c'est vraiment moins, ça veut dire les sociologues, surtout les sociologues des années 60, des années 80, il y a moins d'intérêt au contexte religieux, au phénomène religieux. Peut-être c'est la question de la formation initiale, peut-être la question de la langue, peut-être le contexte, les paradigmes, peut-être les types d'acteurs. Mais il y a quand même un travail fait par quelques sociologues et quelques anthropologues. À titre d'exemple, Jamal Eldin Gharrid, à travers ses travaux sur la dualité culturelle. Ali Kenz, il s'est intéressé sur quelques mouvements religieux. Ahmed Rouajaïa, par exemple, son travail sur les frères et les mosquées. Il y a d'autres, et même Hawali Adi après. Ça veut dire devenu, et les collègues d'Alger 2, Arous, Zoubir Arous et d'autres, ça veut dire il y a quand même un travail, et il y a un travail, les anthropologues comme Brahim Salhi et d'autres, s'intéresser aux confréries, par exemple, tout ce qui est spiritualité, soufisme, mais à travers un terrain anthropologique et socio-anthropologique. Pour le moment, je crois qu'il y a quand même un travail qui a été fait à travers quelques thèses dans différentes disciplines, des sciences sociales et humaines, mais qu'il faut le revisiter, qu'il faut le revaloriser pour commencer ou pour poser d'autres questions sur le terrain actuel et sur les mutations actuelles. D'accord, très intéressant ce que tu dis. En fait, tu as travaillé énormément sur le religieux et tu as travaillé sur un sujet extrêmement intéressant qui porte sur l'institutionnalisation de l'islam en Algérie. Est-ce qu'il serait possible de nous donner quelques exemples d'institutionnalisation et qu'est-ce que tu entends par institutionnalisation du religieux en Algérie? Voilà, c'est plutôt, merci beaucoup pour cette question parce que je me suis intéressé à travers des différentes enquêtes de terrain au CRASC, avec même
des différents groupes de chercheurs. On s'est intéressé à Ghardaïa, on s'est intéressé aux imams et l'institutionnalisation de religieux, les jeunes et les référents religieux. L'idée, c'est que l'hypothèse initiale, c'est qu'il y a une diffusion, d'un discours nationaliste, entre parenthèses, du discours de mémoire, du discours même de modernisation de la société à travers des institutions et des entreprises, par exemple dans les années 70. Mais après, même l'institution religieuse, entre parenthèses, était une institution de diffusion d'un discours politico-nationaliste du développement et de socialisation. Et c'est pour cette raison, c'est intéressé pourquoi l'État-nation, entre parenthèses, s'est intéressé à la gestion, à une forme de gestion de religion en Algérie. Alors, on a dit que peut-être l'hypothèse déjà avancée par quelques sociologues algériens, c'est qu'il y a une volonté d'approprier un islam pour l'État-nation après l'indépendance. Alors, à partir de cette hypothèse, ils ont créé des institutions de formation des élites, ils ont créé des universités, des instituts de formation des imams, un ministère de gestion de religieux, et s'est intéressé à partir de ça à la formation et même à une forme de gestion administrative des acteurs religieux. Je crois que la loi de 2008, c'est un moment extrêmement important et pertinent pour dire que, pour signaler ou discuter la question de la fonctionnalité ou de changement fondamental du statut des imams en Algérie. Ils sont devenus vraiment des fonctionnaires, font partie de la fonction publique sur le plan administratif, avec des grades, avec des modes de recrutement et avec même un changement de leur statut vis-à-vis de la société. Ça veut dire un passage du cheikh traditionnel aux imams fonctionnaires. Et même au niveau de la formation, on a vécu un passage de la ijaza traditionnelle au diplôme moderne, Et les institutions, on a passé d'une zaouia, d'une école coranique traditionnelle, ou ce qu'on appelle les imams de charte, les enseignants du Coran de charte, comme on le trouve au Maghreb d'une façon générale, aux imams fonctionnaires, ils ont un salarié. C'est ça ce qu'on appelle une institutionnalisation, une forme de bureaucratisation du religieux. Bon, il y a d'autres régions qui s'échappent à peu près de cette tradition, comme la région de Ghardaïa, on trouve une autre forme de bureaucratie, mais c'est pas une bureaucratie administrative qu'on peut le Très intéressant. Mais tu parlais également, lors de la conférence tout à l'heure, des référents religieux nationaux. Autrement dit, ces imams qui sont devenus fonctionnaires ont comme mission, entre autres, en fait, de porter la voix de ces référents nationaux religieux, en fait, ces référents religieux nationaux. Est-ce qu'il serait possible de nous en dire un peu plus sur ces référents religieux nationaux? C'est un discours, pratiquement le discours officiel sur le référent religieux national. C'est un discours officiel qui est devenu pratiquement l'objectif et l'objet de cette bureaucratisation du religieux. Je crois qu'à travers nos enquêtes de terrain, c'est un discours à peu près officiel, mais ambigu. Ambigu parce que à la fois reflète cette trilogie
clair sur Ash'arite, Malikite et le soufisme soufisme d'une façon générale, mais il y a un autre discours comme quoi le référent national religieux ce réformisme religieux, parce que le réformisme fait partie, parce qu'il y a un réformisme religieux qui a quand même un contenu nationaliste des ulama, mais il y a un autre discours de quelques imams comme quoi le référent religieux national, c'est plutôt ce travail, c'est le malikisme avec l'ibadisme, avec le hanafite à Blida, la doctrine hanafite à Blida, c'est plutôt ces compléments. Il y a un autre discours, il y a d'autres discours, c'est le Coran, comment on lit le Coran à travers Warsh et non pas Hafs. Ça veut dire c'est un discours qui est là, qui est perçu par les imams, mais de façon différente. D'accord. Et des déclarations même officielles différentes, parce qu'il y a pas de, il y a que l'islam qui est la religion de l'État, mais il n'y a pas de doctrine. Il n'y a pas de doctrine de l'État, il n'y a que l'islam. Et c'est pour ça, je crois que le référent national religieux, c'est un, entre parenthèses, c'est un discours officiel qui mérite d'être étudié, d'être approfondi. Très intéressant, vraiment passionnant ce que tu dis. Alors, on est vraiment contraint par le temps. Dernière question, tu nous as parlé des ibadites à Ardaya. Est-ce qu'il serait possible, parce que c'est une zone berbérophone, est-ce qu'il serait possible de revenir un peu sur les spécificités, s'il y a des spécificités de cette région d'Algérie par rapport au reste de l'Algérie? Voilà. D'un point de vue religieux, bien entendu. D'un point de vue religieux. Bon, il y a notre entrée de débat sur la question, la question religieuse à Ardaya, c'est à travers la dualité conceptuelle de Ferdinand Tony, c'est le communautaire et le sociétal. Et on a vu à Ardaya comme la perception du religieux à Ardaya, c'est plutôt une perception via le communautaire. Ça veut dire, pour comprendre le religieux, il faut comprendre le communautarisme. Il faut comprendre la question communautaire à travers ces éléments. C'est la question du territoire, la question de la mémoire communautaire, et la question du système de parenté. C'est pas comprendre le communautaire à travers le religieux, mais plutôt comprendre le religieux à travers le communautaire. Cette région, elle a quand même, entre parenthèses, une spécificité par rapport à la question religieuse, parce qu'elle est gérée, surtout les qsour ibadites, les 7 qsour ibadites, les 4 à la ville d'Ardaya et les autres, l'Atf, Brian et le Gharara, sont gérés par une autorité à la fois communautaire et religieuse, qui s'appelle la Azaba. C'est elle qui gère le social, c'est elle qui gère l'espace, le culturel, le politique, l'économique, à travers un autre allié qui s'appelle Majlis al-Oumana, ou ce qu'on appelle Majlis al-Kurti, le conseil de Abdelrahman al-Kurti au niveau des 7 qsour. Alors l'Azaba, on ne peut pas comprendre l'autorité religieuse sans travailler sur le discours, les pratiques, les trajectoires, ces 12 savants gestionnaires de religieux dans chaque qsar. Et je crois que le discours, cette pratique, cette autorité religieuse mérite aussi d'être étudiée, parce qu'elle est maintenant entre parenthèses en crise, parce qu'il y a un autre discours sur le plan générationnel qui pose problème. D'accord. Alors, merci beaucoup en fait, Djilali, pour ces réponses extrêmement précises. Merci d'être venu, merci de nous avoir donné du temps, merci de nous avoir donné, on va dire, de ton savoir, de ton expertise. Pour nous, c'était un honneur de te recevoir, c'est un honneur de t'écouter. J'aurais été à titre personnel capable de t'écouter encore pendant des heures. Malheureusement, contraint par le temps, nous sommes obligés d'abréger un petit peu. Merci beaucoup, merci à toi. J'espère qu'on aura l'occasion de se revoir, de pouvoir échanger
ici même sur ces mêmes questions, parce que ce sont des questions extrêmement intéressantes, polémiques, mais qui nécessitent, on va dire, des réflexions sereines, parce que ça relève de l'avenir de l'Algérie quelque part. Donc merci à vous, j'espère que cette émission vous a intéressé. Si vous avez des questions sur Facebook, on sera prêt à y répondre. Merci beaucoup, au revoir et au plaisir.